Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous dresse les plus grandes tendances qu'il fallait extraire ou qu'il faut extraire des grands salons de la tech. Le grand salon de la tech, nous l'avons vu hier, c'est le CES de Las Vegas. Et oui, et CES de Las Vegas dit CES qui s'ouvre. Et c'était aujourd'hui l'ouverture, c'était aujourd'hui que d'un seul coup, ce matin, tu vois, en allant prendre notre petit déjeuner, Une horde de personnes. mais on avait l'impression de se trouver, tu sais, dans les films de science-fiction où tous ces soldats sont dupliqués en 3D. Mais Oui, c'était en et vrai. puis tous avec le même badge. C'est avec la photo qui changeait. Bon, il y avait pas mal d'Asiatiques, il y avait pas mal d'Européens, ça parlait aussi toujours pas mal français. Enfin, on sent encore que c'est un salon mondial, point barre. Et dense, hein. Il faut dire ce qui est. Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, puisque le CES a ouvert, on l'a vu sur l'Eureka Park, on l'a vu sur le Venetian, on l'a vu sur le LVCC, parce qu'aujourd'hui, on a quasiment été sur l'ensemble des grandes zones. Il y a du monde, c'est dense, et j'ai trouvé même que sur le Venetian, c'était vachement bien réparti, puisque dès que t'arrives, là, t'as pas de zone où il y a rien, t'as directement des stands, et beaucoup de stands du petit, du gros, donc on sent le recentrage Smart City, Smart Health, pardon, Connected Health et Smart Home sur la même place, hein, le hall 2 du LVCC, le AD, du LVCC du Venetian, et il commence à être tard, et on voit bien qu'effectivement, c'est dense, et il y a plein de choses, en tout cas, c'était vivant. Alors, c'est vrai que c'était vivant, mais moi j'ai pris le parti, toi aussi un petit peu, hein, parce que on a eu des occupations un peu diverses aujourd'hui. On a pris le parti de passer beaucoup de temps sur le Las Vegas Convention Center, qui est traditionnellement l'espace le plus grand, mais pour lequel on arpente le moins de mètres carrés, parce que c'est évidemment là que les très grandes compagnies sont présentes avec des shows complètement à faire tomber vos yeux par terre et à faire tourner la tête. C'est le lieu où on fait le show, où on s'expose. C'est-à-dire que quand on commence sa journée par le Venetian et qu'on a une start-up tous les mètres ou des un petit peu plus gros stands tous les 2 mètres, on arrive au LVCC et là, effectivement, c'est du eVTOL, de la batterie, de la voiture et de toutes ces grosses solutions qui font rêver, voire jusqu'à ces joujoux. J'ai même peut-être trouvé une nouvelle formule. Ah oui. Je trouve que John Deere, c'est caterpillarisé. Comprendra qui comprendra, mais c'est clairement de loin, le logo ne change pas, c'est la même couleur sur un de leurs. Ouais, par contre l'un est jaune au niveau des véhicules, et l'autre est vert. Mais sinon, pour le logo. Oui, mais chez John Deere, il y avait un truc jaune au Saint-Jean. Je me suis dit, mais Ouais, son c'est Caterpillar, et s'est agrandi ou. Mais en fait, ils font le distinguo chez John Deere entre les engins de chantier et les engins agricoles. Voilà. Alors, le chantier, c'est la terre, c'est plutôt jaune. Voilà. Une sorte de brun. Et puis l'agriculture, c'est plutôt vert. Voilà. Mais on était habitué au vert. D'ailleurs, il a manqué la photo de Lionel que nous avons tous eue avec sa casquette de farmer directement dans le cockpit. Parce qu'on parle de cockpit. Hein, on parle encore de cockpit. Voilà. Moi, j'ai été étonné. J'ai trouvé qu'il y avait que du cockpit, du petit, du grand, du moyen, mais il n'y avait pas les modèles qui étaient sans cockpit que l'on a vu traîner dans des annonces de John Deere. Bon, après, on avait eu l'occasion de discuter avec eux. Ils viennent non pas là pour vendre des machines, d'abord parce que c'est pas leur salon. Oui. Par contre, ils viennent là pour vendre des solutions logicielles, parce que c'est dans le logiciel, dans la data, dans l'évolution des rendements, en fonction des saisons, en fonction des plans qui ont été plantés que le travail se fait pour optimiser la ressource et pour optimiser les rendements. Vrai sujet hein, sur le CES, en tout cas on en a beaucoup parlé. Bon alors pendant qu'on est dans le LVCC, quelles sont les startups, les grandes boîtes, parce qu'on peut pas forcément parler de startups sur cette zone, qui t'ont marqué, quelles sont les solutions qui t'ont embarqué, Lionel? Alors moi j'ai une petite solution, parce qu'elle avait un stand modeste, hein, alors énorme pratiquement pour le Reka Park, correct pour le Venetian, mais on va dire modeste hein, pour le LVCC. C'est une société qui s'appelle Koita, Koita. Alors ils font quelque chose qui m'a beaucoup plu. D'abord parce qu'ils ont pris le temps de l'expliquer, et puis c'est très visuel. Pourquoi c'est visuel? Parce que en fait, ce sont des phares intelligents. Alors quand vous conduisez en voiture, vous passez de code en phare, de phare en code, de code en phare, et puis quand vous connaissez pas bien la route, vous voudriez bien être tout le temps en phare parce que finalement, vous voyez pas grand-chose en code. Mais comme vous voulez pas gêner le gars qui vient devant vous, vous vous remettez en code, et puis vous y allez un peu à la baguette de sourcier. Et eux, ils ont trouvé la solution.
Ils ont évidemment ces 3 points. Alors, il y a 2 points sur les phares. Et le 3e point, c'est un détecteur qui va analyser ce qui vient devant vous. Et à partir du moment où il détecte ce qui vient devant vous, les phares s'orientent grâce à un système de lentilles. Les phares s'orientent pour ne pas éclairer la personne ou la voiture ou les voitures qui viennent devant vous, mais éclairer fortement la chaussée, éclairer fortement la ligne qui sépare les 2 rives de la route, etc., etc. Donc ça vous donne une conduite plus fluide, plus facile, et notamment la nuit, sans être forcément déficient visuel. La nuit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui fatiguent beaucoup plus quand ils conduisent parce que justement, les yeux sont obligés de s'adapter en permanence à ces différentes luminosités. Eh bien là, vous êtes en phare tout le temps, et les gens qui viennent devant vous ne sont pas éblouis. Eh ben, on va continuer parce que quelques mètres avant le stand dont tu parles, il y avait un stand qui s'appelle Hesai, H-E-S-A-I, qui est une entreprise qui est spécialisée dans le travail autour des lidars. Et ils ont lancé notamment ce qu'ils présentaient, en tout cas une série de lidars sur une grande table, alors, pas très grande, des petits, des moyens, des ronds, il y avait un petit peu de tout, et notamment le AT512, c'est précis. Alors pourquoi je les ai identifiés? C'est parce qu'en fait, quand j'ai commencé à gratter sur les résultats, ils se portent, eux, en tout cas, sur un tarif relativement accessible, d'une distance de 400 mètres, pouvant traiter 13,2 millions de points par seconde. Donc c'est quand même pas mal. Le lapin n'a plus à bouger une oreille. Non, parce que voilà, même le caddie de supermarché, globalement, on l'identifie assez facilement. Et là, sur un boîtier qui fait environ 16 cm sur 10 cm et 4,5 cm d'épaisseur, petite plaque rectangulaire, pas très grosse. Donc ça, c'est quelque chose qui était assez intéressant. Il y a eu beaucoup de radars, de lidars, mais aussi de projections holographique sans avoir besoin d'avoir des lunettes ou autres. Et là, effectivement, c'est une des solutions qu'on a pu voir chez un constructeur sud-coréen. Donc, ça s'appelle Kyocera. Voilà, Kyocera, merci. On l'appelle Kyocera. Parfait. Et qui effectivement la présentait. Alors il y avait un pod notamment de 3 sièges sur lesquels on pouvait s'asseoir et interagir avec un écran. Alors l'écran en réalité c'est plutôt la taille d'un écran d'iPhone vertical dans l'image qui est retransmise et la grande tablette fait environ une bonne 50aine de pouces. Donc à voir s'il y a besoin de tant d'espace pour créer si peu d'écran, qui sera un des sujets. Et notamment là on intervenait directement, on voyait le petit animal nous présentait, la carte qui arrivait, et quand il y avait un choix à faire, il suffisait juste de rester positionné vers le bouton en question ou de le zapper, et en restant positionné, ça nous permettait tout simplement de valider un choix. C'est assez intéressant. Laisse maintenant, il faut regarder d'ailleurs la différence qu'il pourrait y avoir, parce que là c'était sur fond noir, donc on voyait assez bien les couleurs, mais sur des fonds un peu plus clairs, pour arriver aussi à ce que propose Zeiss Robotics, ça va être compliqué. Zeiss Optics, qui a présenté notamment sa Smart Glass cette année et qui, sur les vitres des voitures, va être en mesure de proposer des expériences avec de nouveaux contenus, de nouvelles interactions qui vont permettre directement de faire que chaque vitre de la voiture va être source tout simplement d'interactions possibles. Voilà. Ça fait partie des sujets, il y en a beaucoup. Voilà, projection holographique, accessible, moins accessible, notamment chez Zeiss avec beaucoup de sujets. Voilà, les nouvelles interfaces laissent présager des choses intéressantes. Mais, quand on conduit, je suis désolé, c'est pas possible. Si, donc, chez Waymo. Oui, et puis là t'es encore à... Oui, effectivement, c'est vrai, tu peux aller chez Waymo, mais bon, si tu conduis, ce type d'interface pour l'instant, en tout cas, c'est juste pas possible. Voilà. En tout cas, sur le LVCC et notamment le West Hall, il y avait énormément de solutions lidar, radar, détection diverses et variées d'obstacles, de parcours, de trajectoire. Et donc on voit que voilà, c'était quelque chose qui nourrissait non pas la dimension Cars Electronic Show, mais plutôt équipementier, parce qu'il y a quand même moins cette année, Lionel, de constructeurs de voitures. Oui, il y a une voiture sur un stand sur 3, mais c'est évidemment pas la voiture de la marque. C'est l'équipementier qui éventuellement, évidemment, illustre son équipement par le biais de la voiture qui est exposée. Mais c'est pas du tout des marques de voitures. Alors bon, on avait un magnifique stand Honda qui est comme l'année dernière. C'est Honda Série. On en a parlé hier. On passe. Moi, ce qui me fait rebondir sur Kyocera, tu sais, rappelle-toi quand Apple a introduit le Face ID. Oui. C'est toute la complexité qu'il y avait dans le nudge qui était en haut pour pouvoir identifier ton visage. Et bien là, je me dis, mais des sociétés, peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, eh bien, on aura
un nouveau paradigme d'interface, puisque les interfaces, on n'aura plus besoin de toucher l'appareil, simplement en le survolant, on va pouvoir actionner les différentes fonctions qui s'affichent à l'écran et qui nous sollicitent les différents call to action. Bien sûr, Amazon Auto était là, Snapdragon était d'ailleurs également présent. Tu as vécu une expérience autour d'un ouragan qui t'a emporté aussi, Lionel. Alors ça, c'est une expérience assez intéressante. C'est une expérience qui était proposée chez Nikon. Alors Nikon, tout le monde les connaît, hein, japonais, appareil photo, et on se dit la photo maintenant, tout le monde s'en moque, hein, on l'a dans notre iPhone. Pourquoi Nikon existe encore? Eh bien, ils présentaient ce qu'ils appellent le studio extrême. Alors, le but était assez simple. Vous imaginez un studio, alors ça peut être un studio de tournage, c'est un plateau de télévision, hein, c'est pas un studio pour aller filmer en extérieur. Donc vous avez en arrière-plan une énorme dalle d'une surface indéterminée qui va projeter avec une qualité extrêmement fine, une très très bonne résolution, l'image de fond. Un peu, vous savez, les acteurs studio qui se promenaient en voiture et puis il y avait un film qui se promenait derrière eux. Bon, c'est un peu ça l'idée. Et alors pour nous illustrer leur process, c'est-à-dire c'était toutes les caméras automatisées, robotisées qui vont prendre la scène complète, c'est-à-dire le fond et le premier plan qui est évidemment joué par un acteur ou autre, et bien là, ils ont mis le public à l'épreuve. Et donc, le public faisait la queue et les uns après les autres passaient dans ce studio extrême. Alors, le rôle du public, c'était simple. Hein. Le rôle du spectateur, du visiteur en question était simple. Il devait lire un prompteur à un endroit bien déterminé. Ce prompteur était le prompteur d'un journaliste qui commentait une tornade, et donc évidemment la tornade arrivait dans son dos, on la voyait arriver, la tornade qui arrive, soulève les voitures, et bien on la voyait arriver dans son dos, et lui devait suivre le prompteur. Et donc les caméras complètement automatisé, plus les systèmes d'effets. Alors évidemment, avec l'ouragan, c'est assez simple, hein, il suffit d'envoyer de la soufflerie. Faisait que le pauvre visiteur était complètement ballotté par les éléments environnants, et sur les moniteurs de contrôle, on avait vraiment l'impression qu'il était en plein cœur de l'action et que dans quelques secondes, il allait décoller sous la force des vents de l'ouragan qui était filmé et qui était projeté. Et donc voilà, studio extrême. Nous, d'ailleurs, nous ne sommes pas à Las Vegas. Tout ce que vous voyez est complètement faux. Mais quoique, pour avoir des goûts aussi sympathiques de couleurs harmonisées dignes des paquebots de la croisière s'amuse des années 90, on choisit vraiment l'hôtel pour la localisation. Bon. Mais ceux qui lisent notre guide, savent que c'est le QG, hein, voilà. C'est le QG. La connexion Wi-Fi est pas mauvaise. L'hôtel, bon, bah, on y va parce que c'est le CES, sinon, dans l'année, on n'irait pas. Mais bon, ça fait partie des charmes de chacun des CES. Moi, je voulais quand même parler aussi de Smart Eyes, qui est une société qu'on a rencontrée cet après-midi. Alors, qui est intéressante parce qu'en fait, Smart Eye, eux, proposent directement une analyse assez complète du comportement à la fois du pilote dans la voiture, mais également de l'ensemble de ses passagers, et de pouvoir donner différentes interprétations, les émotions de type la surprise, la joie, l'agressivité, etc. Et puis aussi détecter potentiellement de la fatigue, détecter un problème. Par exemple, la voiture ne peut pas tourner si la personne n'a pas vraiment tourné sa tête pour regarder l'angle mort. Enfin, tout un tas d'éléments qui sont intéressants. Alors, qui était assez fin, la démonstration était assez long, permettait d'avoir toute l'histoire, mais en fait, bon, on est quand même sur un sujet sur quelles sont les données qui ont permis véritablement d'entrer, et est-ce qu'on a besoin de monitorer l'état émotionnel s'il n'y a pas d'action concrète sur la voiture. C'est pas forcément ce qu'il préconisait. Si c'était fatigué, ben, on est par exemple, la voiture automatiquement proposait une interaction grâce à l'intelligence artificielle pour prendre une pause, mettre de la musique, etc. Bon, voilà, c'est tous ces sujets qui sont intéressants, mais on voit bien qu'il y a quand même un besoin de formation de l'ensemble de ces modèles pour coller au plus près de la réalité. Mais c'était une expérience qui était intéressante, et surtout que les caméras sont positionnées de manière assez diffuse dans l'habitacle, hein, puisqu'il va y avoir caméras directement dans les plafonds, et puis il va y avoir aussi différents. D'ailleurs, c'est pas des caméras, c'est des petits lidars, et qui détectent finalement toutes les émotions, les mouvements, etc. Et donc ça, c'est des calculs qui étaient assez intéressants à voir pour comprendre la dimension scientifique et puis à comprendre dans les usages. Voilà. Et c'est toujours pareil. Là, on est sur des données, sur des briques technologiques, comme tu le dis très souvent, mais il manque encore l'interprétation créative des humains
qui vont se dire mais qu'est-ce que l'on peut faire de ces infos? C'est typiquement là, il nous présentait la solution technologique, un peu moins de ce que l'on pouvait potentiellement en faire. C'est à l'image aussi de d'autres startups que j'ai pu voir tout à l'heure, notamment une parce que bon, à un moment il faut bien revenir quand même sur le Vénétiane, et qui était sur l'utilisation d'une puce sous forme d'un bracelet qui permettait de monitorer en temps réel la température du corps humain, et notamment dans les performances sportives, dans les métiers à risque, il y avait pas mal de facteurs qui le pouvaient analyser. Première question, je vois le truc, je me dis, ok, bon, je le vois pas trop là. Est-ce qu'on peut intégrer ça dans un volant et puis faire en sorte qu'on ait un diagnostic médical par le volant? Typiquement, ça pourrait être des choses intéressantes. Et là, la personne me dit, non, parce que par défaut, il faut systématiquement bien tenir l'objet ou l'avoir sur soi au minimum 15 à 20 secondes. Et c'est vrai qu'un volant, on a toujours tendance à le bouger, à pas forcément le tenir de main assez ferme pendant une quinzaine de secondes, plus encore quand on est dans les bouchons. Allez, une petite pépite qui t'a plu, Lionel, pour terminer cet épisode. On a beaucoup parlé auto, mais parce qu'on était quand même sur le LVCC aussi. Alors, une petite pépite d'une petite société japonaise qui s'appelle Sony. Oui, c'est-à-dire c'est la petite start-up EPM de quartier, oui. Petite start-up. Alors, je ne vais pas m'étendre sur la conférence de cette fin d'après-midi sur le lancement commercial de l'Afila. L'Afila, c'est donc la voiture conçue par Sony en partenariat avec Honda. Dont on a entendu parler en quelle année la première fois? Je crois que c'est à 3 ans. Oui, c'est à 3 ans, c'était l'année post-Covid, si je me trompe pas. Et donc là, voilà, ça vous coûtera entre 90 et 100 000 $. Le prix des revenus publicitaires de ce podcast. Voilà. Et si vous avez 200 $, vous pouvez la précommander. Voilà. C'est bien. Bon. T'as mis les 200? J'ai pas mis encore. Bon, ouais, ça devrait pas tarder. Mais c'est pas certain qu'elle soit destinée au marché européen tout de suite. Bon, en tout cas, voilà, on s'étend pas dessus, on en avait déjà parlé, et il n'y a pas grand-chose de nouveau sur le Soleil, sauf qu'ils se rapprochent de la commercialisation dans ce partenariat qu'ils ont avec Honda, qui est quand même un fabricant automobile d'envergure. Non, je voulais parler chez Sony, et là, ça m'avait fait rebondir à ce que je viens de vous dire sur Nikon, sur leur système, leur plateforme PXO Akira. Alors la plateforme PXO Akira, c'est vraiment une plateforme physique, sur laquelle vous pouvez mettre à peu près n'importe quoi. Et alors eux, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient une voiture. Alors de la même façon que tout à l'heure, on avait notre journaliste devant un film de tempête, et bien là, vous avez pratiquement le même studio complètement automatisé, avec quand même quelques techniciens derrière les moniteurs, et vous avez sur la plateforme la voiture qui peut bouger dans tous les sens en fonction de l'image qui est en arrière-plan, et là vous allez avoir, vous voulez tourner, je ne sais pas moi, une séquence de moto qui passe sur un circuit, vous mettez l'acteur sur la moto, la plateforme qui bouge, le circuit qui défile derrière, et ça y est, c'est fini, l'affaire est dans le sac, le résultat est ultra bluffant. Voilà. Là, pour le coup, c'est encore pour des plateaux de tournage, mais là, pour le coup, des plateaux de cinéma plus que des plateaux de télévision pour dire la météo. Vous l'aurez compris, donc Lionel s'est beaucoup amusé cet après-midi, et moi j'ai beaucoup travaillé. Donc, alors, mais c'est vrai qu'on était sur le même hall, et puis on s'est séparés pour aller plus vite et traiter plus de boîtes. C'est aussi intéressant aussi de faire ça pratique, ça permet de rééchanger, échanger derrière. Bon, un focus sur cet épisode autour plutôt du LVCC. Demain, on change de lieu. Ouais, demain on va changer le lieu parce que en fait j'ai emprunté à Bugatti leur trottinette électrique. Très bien. Donc je vais pouvoir me déplacer plus rapidement. Passé la précommande. Bien sûr, effectivement. Voilà. Donc demain... il s'exposait vraiment. Hein, oui, bien sûr. Un petit stand. Demain, on partira donc plutôt sur le Venetian Expo Center et sur le Reka Park, puisque là il y a effectivement encore une densité de participants qui sont intéressants à voir, et notamment il y a des exosquelettes qui sont assez présents, à la fois santé mais pas que. Il y a énormément de choses autour de la santé, du sommeil, du sport. Ça va être demain, je pense, un petit feedback intéressant également, puisqu'il y a plein de petites pépites qu'on a déjà identifiées. Complètement. C'est tout à fait surprenant parce qu'encore une fois, il y a eu un recentrage de certaines thématiques sur le Venetian, et ça rend plutôt la déambulation plus agréable parce qu'il y a de l'écho dans les différents thèmes qui sont traités. En attendant, on va vous souhaiter une bonne journée, puisque pour nous, il est tard, et il va être l'heure de répondre aux derniers emails avant d'aller se coucher avant une journée dense. On vous remercie. On vous remercie. Accessoirement. D'avoir écouté ce podcast. On vous souhaite une bonne journée. Voilà, on vous dit à très vite, et en attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Allez, à demain. Bye bye. Bye.